de la pensée exaltée, qu'on appelle le charisme. Et bien c'est pourquoi dans cette saison de victoire, je voudrais vous dire que c'est un hommage pour moi de vous. Bonsoir. Et bien l'honneur me choix en ce jour de parler d'une science millénaire, mais aujourd'hui disparue. Permettez-moi de me déplacer et de participer aux élections de prise de parole. Parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu dans ce focus ne pas utiliser le PowerPoint afin que la parole puisse être son et image. Parce que l'éloquence est différente de la communication. La communication, c'est tout simplement le fait de passer un message. Mais l'éloquence, c'est naître dans l'esprit de l'autre quelque chose. L'éloquence, c'est naître une image. Parfois, l'éloquence, c'est naître une émotion. Madame, j'apprécie l'éclat de vos yeux qui me donne du plaisir, madame. Et c'est ça, le résultat, ce n'est pas un message. En réalité, l'éloquence, c'est un jaillissement du cœur. Mais aujourd'hui, la véritable éloquence a disparu. Et pourquoi? Parce que sa discipline, la rhétorique, a elle aussi disparu. Pour la petite histoire, parce que je n'ai pas assez de temps, elle date de l'Antiquité grecque. Et dans l'Antiquité grecque, il y avait une île. Vous connaissez Syracuse, il y a dans Syracuse, les habitants de Syracuse ont connu deux tyrans, Hiéron et Géno. Ce sont des personnes qui ont exproprié les terres des habitants. Et pour se défendre, pour une fois, ils ont décidé, ces habitants-là, de ne pas combattre par les armes, mais plutôt de combattre par les mots. Cette éthique, ils ont fait naître. Ils ont fait naître là, je viens parler. Madame la ministre, d'abord, cette définition qui déjà ne tire pas. Parce qu'en réalité, aucun rhétoricien ne peut vous donner une définition exacte de la rhétorique. Madame, vous me regardez avec une attention précise. Quelle définition de la définition? La manière de communiquer que nous payons. On va prendre une troisième avis pour monsieur. La rhétorique, simplement pour moi, c'est le mélange harmonieux de mots, mais non agréable, c'est vraiment important pour nous. Est-ce que vous voulez m'appeler la politique? Lui, il aurait dû faire. En réalité, il y a plusieurs définitions. Roland Barthes, que certainement, Roland Barthes, ESAF. Définissait la rhétorique comme étant le métallangage, c'est-à-dire le discours sur le discours. Mais les Grecs, notamment Aristote qui a écrit l'ouvrage des bases même de la rhétorique, disait techné rhétorique, c'est-à-dire technique oratoire, la technique qui vous permet de bien parler. Les Romains, quant à eux qui parlaient le latin, disaient ars benedicere, c'est-à-dire art tout simplement comme vous l'avez dit, de bien parler. Cette définition vient de qui? Mais pourquoi en ce jour vous enseignez l'art de bien parler? Parce qu'aujourd'hui dans la société, nous faisons face à un problème magistral. Bon nombre d'entre nous sont sortis avec des diplômes, avec des qualifications dans les plus prestigieuses universités, dans les plus prestigieux établissements. Mais lorsque vous arrivez sur le terrain du travail, on vous demandera certaines aptitudes. Et l'une de ces aptitudes, c'est la faculté à pouvoir dire. Aujourd'hui, si vous devez présenter un mémoire, vous devez savoir bien vous exprimer. Si vous devez animer une réunion, vous devez savoir bien vous exprimer. Si par exemple, vous devez faire une réunion de quartier, par exemple, mademoiselle, vous donnez le regard avec le sol, afin de rendre hommage à ce que je dis. Vous devez bien parler. Et vous, par exemple, dans quelle situation vous avez besoin de bien vous exprimer? En classe, bien sûr, si on vous pose une question comme ici, mais il y a une différence fondamentale que les gens ne savent pas.
il y a une différence entre la prise de parole en public, la prise de parole en public et la rhétorique. La prise de parole en public, c'est avoir l'histoire, tout simplement de s'arrêter, de parler, de vendre un public. Bon nombre de personnes savent tout ça. C'est la rhétorique de autre chose. Plusieurs personnes peuvent prendre la parole en public, et très peu de personnes peuvent convaincre les auditoires. Donc la rhétorique allie à la prise de parole au public la capacité de convaincre. La capacité de convaincre n'importe quelle chose. Un bon orateur n'est pas forcément une personne qui est morale, mais c'est une personne qui fait, quel que soit son argument, fait passer son idée. Il y a un grand orateur, Protagoras, qui était le plus grand de son époque. Protagoras qui disait qu'il n'y a pas d'arguments justes, il y a des arguments forts. Et en réalité, à la fin d'une discussion, à la fin d'une dispute, celui qui gagne, il n'est pas forcément celui qui avait raison, mais celui qui a su tomber l'autre par ses arguments. C'est pourquoi je dis qu'il est essentiel de savoir parler en public, mais lorsque vous avez des arguments, lorsque vous êtes dans une situation, il est bon de savoir présenter ce que vous devez dire. Et j'ai la mise tâche de faire un résumé, vraiment très résumé, de la rhétorique dans un petit laps de temps. Et bien, ce que je vous ai dit se fera en deux parties. L'art de convaincre par le discours et l'art de convaincre dans le climat. L'art de convaincre par le discours et l'art de convaincre dans le climat. D'abord, dans le discours, il faut trois choses, un discours pour être éloquent. Trois choses. Les trois principales bases de l'éloquence. La première, quand je vais dire la première, c'est quelque chose dont on dit, c'est l'éthos. E-T-H-O-S, l'éthos. Qui connaît la Bible musicale? Qui connaît la Bible musicale? Donc la première, c'est l'éthos. On va partir avec l'éthos. Avant même que vous donniez la parole, ce qui convient premièrement, c'est votre image. L'éthos, c'est l'image de l'orateur. Beaucoup de personnes pensent que c'est le texte en lui-même qui convient. Mais premièrement, c'est vous-même qui devez convaincre. Premièrement, par l'équipe que vous avez. Parce que lorsque, par exemple, dans le football, vous avez dit, monsieur, vous avez un enfant de talent, ça n'a pas la même éloquence que tout le monde qui vous avez des talents. C'est l'histoire à part parce que de la personne parle autour de lui. Mais donc, si vous êtes, d'où parles-tu? Quel est ton témoignage? Toi qui parles. Mais en absence de dit qu'on peut avoir aussi l'éthos. L'éthos se fait par certains éléments. Et le premier élément, c'est la voix. La voix, même, c'est une étape difficile. C'est le projet numéro c'est le projet numéro 6, la voix. Et bien, je ne vais pas seulement parler de la voix parce que le manuel le dit, mais quand vous devez parler, on n'est plus attentif. On n'est plus attentif aux voix qui sont parlées. Est-ce que vous le savez? Déjà, lorsqu'une personne commence à parler, en fonction de son thème vocal, on décide si on va l'écouter ou si on ne va pas l'écouter. C'est pourquoi un bon orateur mise énormément sur sa voix. Et la voix se travaille. Aujourd'hui, on va pas faire des exercices vocaux. Mais je vous donne déjà une position pour faire pour vous que nous ne faisons pas déjà. Sinon, la voix est un argument, est un élément fondamental. Et la voix doit varier en fonction des opinions. Si je vous dis, je dis quel est le problème, quel est l'avantage, qu'est-ce que ça? Je suis triste. C'est ce que j'ai dit. En réalité, votre voix doit varier. Elle doit parfois être forte, parfois être douce, parfois être rapide,
parfois délié. C'est pourquoi quand je rédigeais avant mes discours, maintenant je ne rédige plus trop. Ça me fatigue un peu, mais je mettais des flèches. Parce que quand vous finissez d'écrire le discours, il faut savoir comment écarner le discours. Comment vous allez le présenter aux gens. C'est ce qu'on appelle en rhétorique l'action oratoire. C'est le dernier niveau. L'action oratoire, comment on présente le discours. À ce moment précis, je descends dans la voix. À ce moment précis, j'accélère. À ce moment précis, je fais comme ça. Tout doit être véritablement préparé si vous n'avez pas une grande motivation. Ça, c'est la voix. Le deuxième élément, ce sont les mimiques faciales. Les mimiques faciales ne font pas l'objet d'un projet, mais quand vous regardez une personne, ce visage va exprimer ce qu'il dit. Si je vous dis, je suis très heureux de vous voir je suis très heureux. Donc vous ne me voyez pas. Vous voyez, le deuxième élément, ce sont les mimiques faciales. On n'est même pas arrivé sur le texte, mais déjà on sait ce que vous dites. Si vous enregistrez, par exemple, après coupez le son et n'entendez pas ce que je dis, en fonction de l'image, vous allez savoir ce que je suis en train de transmettre. Pas ce que je suis en train de communiquer, ce que je suis en train de transmettre, l'émotion que je transmets, tout simplement. Donc les mimiques faciales doivent aller avec. Le troisième élément de l'étoffe, c'est la gestuelle. Et concernant la gestuelle, il y a des gestes standards. Il y a des gestes standards. Qui a déjà vu ce geste-là? Vous n'avez jamais vu quelqu'un parler aussi comme ça. Ça compte. Vous, monsieur, vous n'avez jamais vu ce geste-là. Pardon? Vous allez? Ah oui, c'est les clips. C'est les clips, mais c'est très bien parce qu'il est très bien. Moi-même si j'étais au Gouvernement, le coup même à vraiment de faire le geste. Par contre, ce geste vient de l'Antiquité romaine, on appelle le instrument de précision. Parfois, vous pouvez remettre qu'il n'y a pas de train. Vous ne savez même pas quel geste c'est. Bon, déjà, quand vous faites ça, bon, on se dit qu'il y a quelque chose à dire. Je veux vous dire quelque chose que je n'ai pas apprécié mon attitude. Je ne vous cache pas. Parce que le geste, il est fait. Le précisément de vie. Le deuxième élément de ce geste qui traduit l'idée d'ensemble, il faut raconter le monde. Le troisième geste standard, c'est celui qui nous conseille d'appeler le cadre. Le cadre. Ce sont des gestes en réalité, si vous ne savez pas quoi faire, bon, à quel moment je vais faire comme ça. Mais il faudrait que ça parle au moins avec le discours. Et il y a des gestes de la main que tout le monde connaît, on frappe sur la table. Mais le geste doit traduire ce que vous dites. Ça, je dis la paix qui est à faire. Je n'ai pas compris la question. C'est pas? Je n'ai pas compris la question. Si je dis la paix qui est sur la table. Ça, c'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Mais en réalité, c'est relatif. Parce que si je dis, il nous faut obligatoirement la paix dans ce pays. Ça va pas nous passer. Encore un peu, mais ça montre que tu es passé parce que tu n'as pas de paix dans le pays. Justement, pour vous dire que les gestes standards s'apprécient en fonction de la situation. Vous voyez? Je ne vais pas montrer d'autres gestes standards parce que le temps court. Voilà, j'ai très peu de temps. Il y aura une partie des questions. Vous aurez l'occasion de me poser des questions et tout. Mais à côté de cela, il faut dire que les gestes qui ne sont pas standards sont des gestes qu'on ne prévoit pas. Ce sont des gestes qui viennent du cœur. Ce sont des gestes qui sont spontanés, qui jaillissent tout à vous. Vous, par exemple, j'aime beaucoup votre musique Pascal, mais je ne sais pas quelle des gestes spontanés, il faut des gestes spontanés. Voilà. Après la gestuelle, il y a un élément qui est très essentiel, c'est le déplacement psychologique. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Et que je n'ai pas voulu dire. Mais vous voyez le drame de l'improvisation, qu'est-ce que tu dis ça, tu ne vas pas dire tout ça, tu dis finalement ce que tu voulais dire, tu dis pas. Non, je suis la générale par exemple, déplacement psychologique. Si vous êtes dans une compétition, si vous êtes à
Pas dans une compétition, vous devez prendre la parole sur le même thème. Vous êtes à une autre personne se déplace, par exemple, vous êtes automatiquement perdant dans l'image. Pourquoi? Parce que la scène doit exister. Surtout lorsque la scène est comme ça. Quand il y a le bruit, vous pouvez vous arrêter. Mais quand l'espace est vide, vous avez toute la latitude de vous déplacer. Se déplacer, c'est tout un art. Je connais quelqu'un lors d'un concours se déplacer comme ça. Est-ce que tu sais de qui je parle? La gestion, c'est tout. Il faut savoir marcher quand il faut, mais il faut savoir s'arrêter. Quand vous avez un truc sur le ciel, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez sur une personne qui dit que moi je regarde, et on sait dans le fait que mais vous avez une personne qui vous suit et qui vous aide. Vous voyez, dans ce cas-là, vous vous arrêtez à ce niveau. Se déplacer permet à chaque personne de savoir qu'on parle de lui, de se sentir dans le texte, de se sentir dans ce que vous dites. Mais quand vous êtes arrêté, il est bon d'avoir le regard, ne parle pas tellement à lui. Il faut aussi le dire. Le déplacement, mais il y a aussi le regard. Au nombre de personnes qui ne savent pas regarder, qui ne savent pas jeter un regard, qui ne savent pas fixer une personne. Monsieur, je vous regarde dans les yeux. Non, je ne vous regarde pas. Bizarrement. Voilà. C'est une technique pour donner l'impression aux autres que vous les regardez. Je regardais son nez. Je regardais son nez. Soutenir le regard d'une personne est parfois très difficile. Il faut être habitué pour le faire. Moi, je veux le faire. On n'est pas habitué. C'est un peu difficile. Essayez de faire ça. Vous le regardez. Vous voyez, parfois, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous intimide, vous regardez ses navires, et on Afrique, je vois ça vous aide. Le monsieur est intimidant, mais dès ce moment-là, il devient humain. Il devient humain. Parce que vous regardez ses narines et non ce qui est fini, c'est la vie. Regarde. Madame, vous, par exemple, je regarde aussi. Parce que le fond, c'est bien. Oui, c'est une technique simple. Voilà, il y en a plusieurs, je ne peux pas parler de toutes ces techniques parce qu'il y a une partie qui est très sensible, la rhétorique que je n'ai pas encore abordée. Ça, c'est le déplacement scénique. Donc, on a parlé de quoi? On a parlé de quoi? La mimique faciale, le déplacement scénique. Ok, on va s'arrêter à ça pour l'éthos. Le deuxième élément, c'est le logos. Le logos, c'est le raisonnement. C'est ce que tout le monde connaît. C'est le raisonnement. C'est ce que tout le monde connaît. Un texte, comme nous dit le manuel du procès, le projet du procès doit contenir la critique, doit contenir une citation, doit contenir quoi encore des éléments d'étude. Mais en réalité, quand vous faites un discours, il y a quelque chose de très particulier. La manière dont vous commencez, la manière dont vous attaquez le discours. Il y a trop de manières standards d'attaquer le discours. Vous comprenez? Il y a trop de manières standards. Or, un discours peut être attaqué par une technique qu'on appelle l'apostrophe. Vous connaissez l'apostrophe? L'apostrophe, c'est par exemple le général de Gaulle qui disait, plusieurs années, il arrive et puis dit je vous ai compris. Si j'arrive comme ça, je vais comme ça, on m'arrive, je vais dire je vous ai compris. La première chose qui vient de l'objectif, c'est la politique. Vous devez savoir que lorsque vous commencez, il faut activer l'attention. Et l'attention, c'est la passion bénévolente. Il faut susciter la passion bénévole sans forcer les gens. Il faudrait que vous ayez envie de vous suivre. Il faudrait que vous ayez envie de vous suivre. Donc c'est tout ça dans le pouvoir. Parce que dans le pouvoir, il y a quelque chose de très important, les figures rhétoriques. Vous devez voir à la fin. À la fin,
l'histoire parce que ça constitue un peu l'histoire. Dans l'histoire de l'oratoire, de la rhétorique, finalement, c'est limité aux figures rhétoriques, ce qui est dommage. Aux figures rhétoriques, dont l'étude s'appelle la stylistique. Donc, on va voir ça après. Finalement, il y a une pathos. Dans tout discours, il faut une pathos. Il faut une part d'émotion. Il faut nous transporter. Il y a certaines fois les discours. Vous n'avez pas besoin d'être dans le même émotion pour toucher les gens. Mais si vous mettez de l'émotion, vous allez toucher énormément de personnes. L'un des moyens simples de ces malades de toucher une personne, c'est de mettre une histoire qui se rapproche de votre vie, une histoire personnelle. Le président Nixon, lors d'une campagne présidentielle, on pouvait voir à cause de son chien qu'il aimait, finalement est mort. Mais à 7 ans, la position de son enfant qui n'avait pas de chien, mais on a monté quand même. À cause du pathos, tout simplement. Donc, quand vous respectez le sens de l'eau et le pathos, finalement, vous avez un discours un peu à la pourquoi un peu parce que pour une partie finale, les figures de rhétorique. Les figures de rhétorique sont les figures de style. Mais ce qu'on a appris à l'école est très diminué. C'est très fini, c'est une image, les figures de style. Et moi, je vais vous montrer certaines figures. Vous avez déjà entendu parler de l'analyse Claude, l'analyse Claude, madame la finance. Moi, je sais que l'analyse Claude, c'est par exemple vous, monsieur. Je veux vous dire d'arrêter, on voit, allez, on voit celui. Donc, je vous dis, monsieur, allez, on voit celui qui se demandera d'avoir votre éducation. Quand vous dites la chose, vous demandera à vous débrouiller, vous demandera à aller. Pourquoi il ne faut pas aller voir les gens, pas aller voir les gens. Vous avez vu? C'est-à-dire la défense, c'est une figure de rhétorique qui fait en sorte que vous prenez la fin de chaque phrase et vous prenez pour faire le début de la phrase qui va suivre. Quelqu'un peut faire une défense? Madame, je dirais que la joie conduit à la proximité. La proximité conduit au mariage traditionnel de l'humanité et le mariage traditionnel conduit à la vie. C'est pourquoi je dis que quelque part, la vie est toujours une. Vous voyez la même chose. La deuxième que je vous notais, c'est l'apodiopèse. C'est pour ça que j'ai dit une partie, ça peut faire compris à lui seul pour faire 50 minutes. L'apodiopèse, on ne sache pas, c'est simple. L'apodiopèse, c'est faire le choix du silence. Le silence. Parfois, le silence est plus longtemps que le silence. Pour raconter une histoire, il y a un moment où tout le monde se demande qu'est-ce qui va suivre. Qu'est-ce qui va nous dire? Quand vous marquez le silence, quand vous déclenchez la dernière citation, c'est fini, ça reste dans l'esprit des gens. Automatiquement, cela reste dans l'esprit. La prochaine figure de rhétorique est l'antonomase. L'antonomase, voilà, il reste plus une minute, voilà. Je vais finir par ça. L'antonomase. Vous voyez? L'antonomase, c'est quand un nom propre pour un nom commun, un nom commun pour un nom propre. Qu'est-ce que vous voyez? Au lieu de dire notre animatrice de ce livre, je dis qu'est-ce que vous voulez à la montée. Vous comprenez? Au lieu de dire son nom. Remplacer un nom, par exemple, je vais nous voir de dire que le temps nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Ça, c'est une antonomase. Il y en a 1000 autres, voilà, j'ai vu le temps jusqu'à la fin, je n'ai pas encore abordé la partie de débat encore. Donc je dois sauter ça pour arriver directement au débat. Mais si vous avez des questions, après, voilà. Le débat, comment on est par le débat? Le débat, il y a deux types d'arguments dans un débat. Il y a les arguments ad rem, c'est-à-dire ad rem, qui portent sur la chose. Là, souvent, on pense que gagner un débat, il faut aller forcément le sujet plus que l'autre. Il n'en est rien. Vous voyez? Les arguments, ce sont les arguments sur la chose. Mais il faut savoir essentiellement que dans ce débat, on ne cherche pas le vrai et le vraisemblable.
Vous regardez une des techniques pour avoir quelqu'un dans un débat, c'est une très belle argumentation. Soyez très attentifs. Vous regardez la moindre erreur. Et la moindre erreur. S'ils disent l'argument, s'il y a un seul qui n'est pas bon, vous faites sortir le seul argument. Vous combattez le seul argument pour tirer la conclusion selon laquelle il faut donner que ce seul argument n'est pas bon, alors il ne faut pas accepter ce qu'ils disent. Parfois, ça ne peut même pas être ses arguments, ça peut être son niveau de langue, ça peut être la manière dont il a procédé pour s'exprimer, ça peut être son habillement. Et là, on tombe dans les arguments ad hominem. Les arguments ad hominem, c'est quand vous ne pouvez pas attaquer le sujet, vous allez attaquer la personne qui est devant vous. Tout simplement. C'est attaquer la personne. Tout cela se joue psychologiquement sur lui. Vous comprenez? Il faut à la fois jouer sur le sujet et jouer psychologiquement sur la personne. C'est pourquoi je voudrais déjà demander, utiliser la noblesse de Chronos de Dieu du temps afin de me permettre d'avoir une partie relative aux questions. Je ne peux y avoir 5 minutes réservées aux questions. C'est pourquoi je vais une pause pour plus qu'une la podiopelle. Mais je suis heureux en partant, tout en sachant que le silence, je suis mon gars, c'est encore du mon gars.